je pense que pour ce faire, on va prendre une dernière présentation avec Mireille Asselin qui va aussi nous amener peut-être un peu plus concrètement sur le terrain dans les changements qui doivent s'opérer dans différents secteurs. Alors, Mireille, je vais d'abord te présenter. Merci d'être avec nous. Mireille est architecte et elle a conçu plus de 4000 projets. Elle s'implique en développement durable donc depuis 35 ans en menant des projets LEED, des projets Nouveau Climat, des projets Net Zéro, dont elle a reçu un prix en 2015 pour le premier projet de multilogement Net Zéro au Canada. Elle a reçu le prix de l'IDU, donc l'Institut du développement urbain, en 2012 pour un projet de développement durable et en conception intégrée pour la rénovation du bâtiment de Moisson-Montréal. Et dans ses divers chapeaux, elle est également membre du conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement de la Naudière, présidente de l'Assomption en transition, rédactrice du projet Québec Zen du Front commun pour la transition et conseillère municipale à Saint-Alphonse-Rodriguez. Alors, je vais te laisser compléter s'il y a d'autres chapeaux dont tu veux nous parler, puis présenter ce que ton expérience peut nous inspirer. La parole est à toi, Mireille. Il va juste ton micro à ouvrir, puis on serait parfait. Est-ce que tu... Oui, voilà. Ça va? Très bien. OK. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'aspect architecture. Donc, mon bureau a participé à beaucoup de projets. On a fait des projets dans environ une centaine de municipalités, dont 50 dans la MRC, pas dans la MRC, mais dans la Naudière. Donc, on connaît un peu toutes les réglementations des villes qui sont ici. Donc, aujourd'hui, je vais vous amener des constatations, des pistes de réflexion pour alimenter la discussion. Donc, la Naudière, pour nous, c'est 6 MRC, c'est 58 villes, mais c'est 58 règlements d'urbanisme complètement différents. Il y a une très grande disparité à de nombreux points de vue. Martin vient de parler de la conformité au schéma d'aménagement un peu. Donc, les MRC adoptent des schémas, les villes ont un délai pour s'y arrimer. Puis actuellement, quand on travaille ici dans la Naudière, il y a des règlements qui ont plus de 40 ans. Donc, ça ne reflète pas la réalité de ce qui se passe puis les besoins réglementaires actuels. Je constate aussi comme architecte qu'il y a plusieurs municipalités qui n'ont pas le personnel ou les personnes ressources pour mettre à jour les règlements d'urbanisme, les divers programmes, puis les nombreux autres règlements qui en découlent. Puis ils doivent donc faire affaire avec des firmes externes qui viennent intervenir sur leur réglementation d'urbanisme. Il y a des municipalités, par exemple, dans la région de la MRC de Berthier, qui confient à la MRC tout ce qui a rapport à l'urbanisme ou une bonne partie. Le rôle des services d'urbanisme, donc, je ne vous le noterai pas, mais je peux vous dire qu'on a des différences étonnantes entre les villes, puis parfois avec d'autres lois, puis d'autres règlements, même avec le Code civil, par exemple. Donc, comme concepteur, des fois, c'est un petit peu complexe. On note aussi des différences importantes sur des interprétations, des applications par rapport à des nombreuses normes qui devraient être provinciales ou fédérales. L'utilisation et la protection des bandes riveraines, par exemple, c'est très, très, très variable d'une ville à l'autre. Le type de fondation, ce qui est acceptable ou pas, les dimensions, juste un exemple, les allées de circulation, c'est 7 mètres à Longueuil, mais c'est 6 à Terrebonne. Les dimensions des cases de stationnement, c'est inégal d'une ville à l'autre. Pourtant, les voitures sont pareilles à la grandeur de la province, mais il y a tellement d'exemples. Donc, il y a un grand, grand besoin de normaliser puis de régulariser. La construction et les permis. Donc, Anne-Céline parlait tantôt des gaz à effet de serre. Donc, la construction et le bâtiment, c'est 11% de l'émission des gaz à effet de serre. Donc, les villes émettent des permis de construction pour les bâtiments, aussi pour les cabanons, les clôtures, les garages, les piscines, l'abattage d'arbres. De nombreuses villes n'ont carrément pas de règlement de construction. Certaines demandent de respecter le Code national de 90, de 95, de 2010. Il y en a qui n'ont aucun code de référence. Une partie des villes de la région ne demandent pas de plan préparé par un architecte ou un ingénieur.
malgré la loi sur les architectes et les ingénieurs, pour faire des triplex, des 6 logements, des restaurants, il y a plein de bâtiments où il y a des villes qui émettent des permis sans respecter ces lois-là. Plusieurs villes ne demandent pas non plus que n'importe quel plan soit préparé par un professionnel. Pour une maison, par exemple, la qualité de ce qui est présenté dans les villes est très, très, très variable. Il n'y a rien qui est demandé au permis concernant la consommation, ni même la source d'énergie, ni d'attester la qualité de la construction ou des lois diverses. Comme architecte, quand je fais des grands bâtiments, je dois confirmer qu'on respecte les lois sur l'économie d'énergie. Mais tout ce qui est résidentiel, il n'y a rien. Avoir un plan scellé par le membre d'un ordre professionnel, ça atteste pourtant d'une responsabilité de respecter les lois et les normes. Donc, il y a certaines villes qui le demandent, mais pas toutes. Résultat, on me demande souvent d'inspecter des bâtiments ou d'intervenir quand il y a un sinistre ou toutes sortes de raisons. Donc, beaucoup de constructions sont mal construites, sont surtout mal isolées, ne répondent pas au code d'économie d'énergie ou ont d'autres lacunes qui font baisser la valeur, la pérennité ou qui augmentent indûment la consommation énergétique, les coûts d'entretien puis les dommages à l'environnement. Donc, j'ai été en même d'en visiter plusieurs centaines, donc pas juste quelques-unes. Ça va de la résidence qui n'a pas de fondation ou qui n'est pas isolée, jusqu'à la construction qui est construite sur des sols instables, dans la nappe phréatique, avec des escaliers non conformes, des chambres sans fenêtres. La question que je me pose, c'est lorsqu'il y a des inspections qui sont faites pour évaluer pour les taxes, des évaluations, pourquoi on n'a pas un niveau rehaussé d'examen pour signaler certaines de ces choses-là? C'est une question. Les PIA, les programmes d'implantation et d'intégration architecturale, c'est un outil de travail important et fantastique pour les concepteurs, mais aussi pour les comités d'urbanisme, pour évaluer les projets qui sont présentés avec le cadre de l'application des programmes. Les programmes ne sont pas toujours bien compris, ne sont pas toujours appliqués. Puis bien que ce soit très, très, très subjectif, les interprétations et les commentaires qu'on reçoit portent à questionnement des fois. C'est un outil, je pense, à bonifier pour juger la qualité d'un projet, puis surtout de son intégration à son environnement. Il y a d'autres outils qui permettent de mieux intégrer un projet particulier dans son cadre bâti, son environnement, son voisinage, puis une vision à long terme, donc du développement, de l'utilisation du terrain. Les PPC-MOI, donc les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Nous, on a eu beaucoup l'occasion d'utiliser ces programmes-là. Ce type d'approche, ça a permis d'implanter des projets qui n'étaient pas permis tels quels au zonage et d'optimiser l'utilisation du site. Donc, l'utilisation de ces outils-là, c'est un plus pour améliorer l'intégration et le respect de ce qui est déjà là, des voisins aussi. On devrait d'abord commencer par penser à ce qui est avant ce qui sera. Préservation et entretien du patrimoine architectural. Je me suis permis d'écrire « Oh boy ». Donc, c'est très, très, très inégal comme préoccupation d'une ville à une autre. La difficulté actuellement que moi je vois, on me demande beaucoup d'analyser puis de juger. Donc, comme architecte, il y a une nouvelle loi provinciale, justement. Elle n'est pas comprise ni interprétée de la même façon dans toutes les villes de la région ou en dehors de la région. Donc, je suis intervenue il n'y a pas longtemps à Gatineau. Les villes n'ont pas les moyens pour évaluer, analyser, documenter le patrimoine bâti qui est sur leur territoire. Ça prendrait des moyens, des ressources, des guides. Ils ne les ont pas actuellement. On leur a donné une loi à appliquer, puis je constate qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire. Les villes demandent depuis peu parfois une lettre d'architecte, donc concernant la valeur architecturale, quand une personne demande de la démolir. Donc, pas avant, c'est quand arrive le temps de la démolition, puis c'est dans l'urgence. Aussi, on demande une évaluation des coûts de remise en état du bâtiment. De façon générale, les villes dans la région vont autoriser la démolition quand le coût des travaux dépasse la valeur du bâtiment. Suggestion. Évaluation et documentation du patrimoine architectural, des programmes de subvention et d'entretien aussi. Préservation, mise en valeur des noyaux villageois,
constatation, le développement s'éloigne souvent à l'extérieur du noyau villageois. Ça tend à dévitaliser les centres comme les centres-villes, les noyaux. Donc, les centres commerciaux, par exemple. Il y a plein d'exemples dans la Naudière, là, entre autres beaucoup dans la MRC l'Assomption. Pourtant, des noyaux villageois bien entretenus, animés, occupés, augmentent la qualité de vie, le développement durable. Souvent, on n'a pas besoin de voiture, c'est le spot pour l'achat local, la culture. C'est accessible à tous, les enfants, les adultes, les familles, les aînés. Il devrait se développer en milieu de vie durable, inclusif et adapté. Les villes qui ont des programmes de subvention, des PIA qui sont plus serrés, des règlements d'affichage bien pensés, qui sont assistés par des organismes qui les aident à entretenir et préserver en ayant une vision pour réparer la trame urbaine ou la compléter. Ceux qui sont plus proactifs ont plus de succès puis gardent davantage leurs résidents et leurs commerçants. Une lacune que je souligne dans plusieurs villes et villages du coin, c'est de penser à la place publique. Donc, quand un village se développe, à un moment donné, on oublie ces espaces-là. Les parcs aussi, on parle de petits parcs municipaux, régionaux, mais les grands parcs dans certaines villes, ce serait peut-être à penser. Protection du patrimoine de panorama et justice d'égalité d'accès aux sites naturels d'intérêt. Donc, l'accès au bord de l'eau, aux rivières, au soleil, aux vues, au coucher de soleil, la préservation, Anne-Céline en a parlé, Martin aussi, des tourbières, des ruisseaux, des zones humides, intégrer l'eau dans les aménagements de sites, garder les ruisseaux. Depuis 35 ans, on me demande de mettre l'asphalte avec un canal pour envoyer l'eau dans des tuyaux. J'essaie depuis des années de mettre des sols qui sont plus perméables pour les voitures et tout ça, pour qu'il y ait moins de place, moins de réseau, et en tout cas, on pourra en reparler. Questionner l'accès privilégié au bord de cours d'eau en démocratisant pas actuellement certains accès pour tous. Par exemple, moi, je suis de Saint-Alphonse-Rodriguez, on a environ 35 lacs. À ma connaissance, il y en a un seul où on peut aller de façon publique au bord du lac, il y a une plage publique. Je trouve qu'on devrait aussi beaucoup réfléchir à longue portée des condos de grande hauteur sur des plus petites propriétés à la proximité. Ça commence à se faire beaucoup dans la Naudière, Terrebonne, Repentigny, Mascouche. Il faut y penser d'avance. C'est important. À Montréal, on me demande tout le temps comme architecte de faire une étude d'ensoleillement pour montrer ce qui va se passer avec la construction d'un bâtiment en hauteur pour être sûr que ça ne va pas nuire à la cour du voisin. Ça ne m'est pas demandé à Repentigny, Terrebonne. C'est la même chose pour les microclimats qui sont dus au vent. Il y a dorénavant, par exemple, un corridor là, qui est bien étonnant là, dans une ville que les gens de la MRC, l'Assomption, connaissent. Moi, je pêchais au bord du fleuve quand j'étais tout petite. Puis maintenant, c'est assez étonnant, c'est à l'ombre tout le temps parce qu'il y a des condos qui sont érigés tout près de la rue. Donc, je trouve que c'est une réflexion à avoir. Dans mon cas, ça ne me donne pas envie du tout de circuler à pied, mais de prendre ma voiture. Je pense que c'est le contraire de ce qu'il faut arriver. C'est un projet qu'on a fait il y a 10 ans à Mirabel. Donc, c'est une zone, Mirabel, où en fait, j'ai arrêté de travailler avec certains constructeurs qui essayaient d'en mettre trop au pied carré. Puis, on a réussi à conserver des ruisseaux. Comme vous voyez, c'est un aménagement naturel. On n'est pas obligé de mettre du gazon à tout prix. Donc, je trouve que de garder l'eau dans les projets, c'est hyper important, les zones humides. Mireille, on va essayer d'aller vers la conclusion, si c'est possible. OK. Donc, une des choses qui est importante, c'est au niveau de la densification, de regarder certaines choses. Donc, les maisons bigénération dans la région, c'est très variable d'une ville à l'autre. Ici, je vous présente juste une maison qu'on a faite, qui est une maison des années 50, qu'on a agrandie pour permettre plus de gens sur le même site. Donc, c'est faisable. Celle-ci, c'est une maison pour des enfants qui sont handicapés. Donc, ça a demandé de modifier le zonage. Puis, c'est assez important au niveau de la densité que les règlements puissent permettre la bigénération, les maisons secondaires dans une cour. Souvent, les problèmes qu'on a, c'est que ça demande 2 stationnements de plus pour
le logement d'appoint. Puis on n'a pas de place, puis c'est encore des autos, puis les gens ne les ont pas. Donc, il y a un arrimage à faire des règlements au niveau de l'urbanisme. Je suggère 2 documents que je connais bien. Donc, la feuille de route pour le Québec ZEN qui amène beaucoup de solutions et une politique d'architecture. Donc, les documents de Québec ZEN. Juste une petite question que je demande, c'est au niveau de quand on fait les évaluations pour établir le taux de taxation d'une maison, pas le taux, mais le montant des taxes. Il y a des inspections qui sont faites à chaque fois. Puis je me demande si on ne pourrait pas bonifier les informations qui sont récoltées lors de ces inspections-là. Donc, merci beaucoup. Puis, je suis disponible donc, pour les questions.